Dans la nuit du 27 décembre 1940, la petite île de Nauru, perdue au cœur du Pacifique, reposait dans un silence presque cérémoniel. Ses quais, chargés d'immenses monceaux de phosphate, paraissaient endormis, inconscients de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre sur eux. Au loin, une silhouette se dessinait dans l'obscurité. Un navire solitaire, dont la coque portait de faux insignes soviétiques et qui hissait au mât un drapeau rouge destiné à tromper d'éventuels regards indiscrets. Depuis la côte, on pouvait croire à un simple cargo en transit. Mais soudain, sans avertissement, un premier obus fendit la nuit. Quelques secondes plus tard, une seconde déflagration retentit. Le feu se mit à couvrir les installations de chargement, des morceaux de métal et de bois volèrent en éclats, et les hommes couraient dans un chaos effréné. Du haut de sa passerelle, le capitaine Robert Hien constatait la supercherie se désagréger. Ce n'était nullement un bâtiment soviétique, mais bien le Comet, croiseur auxiliaire allemand, unique navire de son pays à avoir atteint ces eaux du Pacifique. Le Comet n'était d'ailleurs parvenu jusque-là que grâce à une audace rare. Sa route ne passait pas par les passages traditionnels, scrutés de près par la Royal Navy, mais par un chemin que personne n'osait vraiment surveiller, celui du nord-est, au-dessus de la Sibérie. Quand la guerre éclata durant l'été 1939, les armées du Reich connaissaient de spectaculaires succès terrestres. Mais en mer, la réalité était tout autre. Face à la Royal Navy et à son immense flotte, la Kriegsmarine était en nette infériorité. Le grand amiral Erich Raeder, conscient que s'engager dans une confrontation navale directe serait un suicide, adopta une stratégie différente, une guerre de course, inspirée par les corsaires d'autrefois. Sous-marins, navires marchands transformés en croiseurs auxiliaires camouflés, et rares unités de surface devaient traquer le commerce allié en pleine mer, l'objectif étant d'isoler le Royaume-Uni du reste du monde. Mais cette idée séduisante se heurtait aussitôt à un obstacle colossal, la géographie même de l'Allemagne. Ces ports, surveillés en permanence par les Britanniques, semblèrent des cages dont il était presque impossible de sortir. Le passage par la mer du Nord ou par la Manche était périlleux, tandis que les eaux glacées de l'Arctique constituaient une impasse. Les routes menant à l'Atlantique étaient toutes sous contrôle ennemi. En apparence, aucune issue n'existait. C'est alors qu'une alliance improbable ouvrit une brèche. Le pacte Molotov-Ribbentrop, signé en août 1939. Officiellement, il ne s'agissait que d'un accord de non-agression entre Hitler et Staline. Mais dans ses annexes secrètes, le pacte réglait le partage de la Pologne et contenait des clauses économiques. L'URSS s'engageait à fournir à l'Allemagne du pétrole, des céréales et des métaux précieux pour soutenir son effort de guerre. Et, détail capital, cet accord offrait un accès inédit, la possibilité de naviguer sous protection soviétique. Le 8 octobre 1939, Norbert von Baumbach, attaché naval allemand en poste à Moscou, signala au haut commandement la piste d'une route encore jamais tentée par Berlin, la route maritime du Nord-Est, un couloir gelé longeant les côtes de la Sibérie, reliant l'Europe au Pacifique. Cette voie ressemblait à une chimère. Même en été, la banquise en obstruait la majeure partie, des tempêtes imprévisibles mettaient en danger tout navire imprudent, et il suffisait d'une glaciation brutale pour emprisonner une coque pendant des mois. Aucune mission allemande ne pouvait s'y engager seule. Pour traverser, il faudrait le soutien décisif des brise-glaces soviétiques, ainsi que de pilotes connaissant l'océan Arctique comme leur poche. Après de longues discussions, Moscou accepta de laisser passer un bateau, un seul, pour la somme considérable d'1 million de roubles, à condition qu'il navigue sous contrôle soviétique. Pas question pour le Kremlin de froisser ouvertement Londres ou Paris, qui, à ce moment-là, soutenait d'ailleurs la Finlande contre l'armée rouge dans la guerre d'hiver. Tout devait donc rester dans le secret le plus absolu. Le bâtiment retenu fut le Comet. À l'origine, il ne s'agissait que d'un banal cargo civil de 3200 tonnes, baptisé Ems, lancé en 1937 pour le commerce. Mais dans les chantiers allemands, on lui donna une nouvelle identité et un rôle radicalement différent. Sous ses faux airs de transporteur insignifiant, le navire reçut 6 canons de 150 mm, un canon anti-aérien, plusieurs tubes lance-torpilles, le tout aisément dissimulable derrière des panneaux factices. Sa proue fut renforcée afin de supporter la pression des glaces arctiques. Enfin, pour tromper d'éventuels observateurs, il fut repeint aux couleurs soviétiques. Le 3 juillet 1940,
Le Comet quitta discrètement le port de Gotenhafen, l'actuel Gdynia en Pologne. Commandé par le capitaine Robert Eisen, orthographié Eisen dans certaines sources, un marin chevronné formé dans la marine impériale allemande. Sa mission dépendait non de la puissance brute du feu, mais de l'art de la dissimulation et de l'endurance d'un équipage de 270 hommes. Une étape fut nécessaire à Bergen pour ravitailler le bâtiment. À partir de là, le subterfuge entra en vigueur. Son identité officielle devint le Semyon Desnev, un brise-glace soviétique. Une immense bannière rouge flottait au vent. En apparence, le navire ne faisait que patrouiller dans les eaux glacées du nord. À partir du 12 juillet, la traversée du Barents commença. Pour les marins, la tension était palpable. Aucun de ces jeunes hommes n'avait mis les pieds dans l'Arctique auparavant. Chaque 1000 marins gagnés ressemblait à un pari contre la nature. Ajoutons à cela une incertitude diplomatique. Berlin n'avait pas confirmé noir sur blanc le passage auprès de Moscou. En cas de problème, le Kremlin aurait pu les abandonner en niant toute connaissance de l'opération. Les journées suivantes se succédèrent dans une atmosphère de vigilance constante. La glace se refermait parfois, menaçant d'écraser la coque comme une coquille fragile. On organisait régulièrement des exercices de combat sur le pont, tout en scrutant les communications radio des soviétiques. Le 13 août 1940, l'ordre officiel de Berlin arriva enfin. Il fallait franchir le cœur de l'Arctique et rallier le brise-glace soviétique Lénine au détroit de Matchkin. Mais à leur arrivée, le soutien promis n'était pas au rendez-vous. Seuls 2 pilotes soviétiques montèrent à bord. Ils ne posèrent pas de questions sur la véritable identité du navire, mais leur silence en disait long. Ils savaient parfaitement quel type de bâtiment ils guidaient. La traversée tourna vite à l'enfer. Une tempête d'une rare violence coinça le Comet dans d'immenses plaques de glace mouvantes. Pendant près d'une semaine, le bâtiment dériva, prisonnier du froid et des éléments. Le navire craquait, gémissait sous la pression, mais tenait bon. Le 25 août, aidé par les brise-glaces Lénine puis Joseph Staline, le croiseur auxiliaire reprit sa route vers l'est. Chaque portion franchie ne représentait parfois qu'une poignée de milles gagnés au prix d'efforts démesurés. Dans le détroit de Sannikov, la situation s'aggrava. Les glaces étaient si denses que même l'aide soviétique paraissait insuffisante. C'est alors que le capitaine Eisen prit une décision audacieuse. Continuer sans escorte, misant sur la robustesse du navire et le courage de son équipage. Le 1er septembre, après un effort titanesque, l'équipage aperçut enfin la mer libre. Leur joie fut de courte durée. Un problème mécanique immobilisa le gouvernail, mettant le Comet à la dérive au milieu de banquises toujours menaçantes. La réparation dura une nuit entière, au bord de la catastrophe. À Moscou, le chef de la route du Nord soviétique, Ivan Papanin, ordonna formellement au navire de rebrousser chemin. Mais Eisen refusa. Il était trop proche du but. Renvoyant les pilotes soviétiques, il poursuivit seul. Le 5 septembre 1940, après 23 jours d'une odyssée épuisante, le Comet émergea des glaces pour rejoindre enfin l'océan Pacifique. Aucun autre navire allemand n'accomplira jamais pareil exploit durant la guerre. Une fois dans le Pacifique, le Comet se fondit dans l'immensité de l'océan. Son silence devint sa meilleure alliée. À la mi-octobre, son équipage tint une réunion secrète avec l'assaut allemand Orion et le navire ravitailleur Kulmerland, au large de l'île de Lamutrik, alors contrôlée par le Japon. Sous une nuit sans lune, les 3 capitaines se retrouvèrent à bord, loin des radars ennemis et de tout regard indiscret. Leur but était clair: attaquer les routes de ravitaillement entre la Nouvelle-Zélande et Panama, un corridor vital pour les Alliés. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils repignèrent leur coque avec de nouvelles identités japonaises. Le Comet devint le Manjo Maru, le Kulmerland fut rebaptisé Tokyo Maru et l'Orion prit le nom Maebashi Maru. Ils s'exercèrent à transmettre des messages radio en japonais, imitant les codes ennemis avec une précision chirurgicale. Chaque mouvement fut minutieusement planifié. Camouflage, silence et ruse constituaient leurs seules armes jusqu'au moment de l'attaque. Vers la fin novembre, après un réapprovisionnement en carburant et vivres, leur petite flotte se lança à l'attaque. Le 25 novembre, le Comet, l'Orion et le Kulmerland interceptèrent et coulèrent le petit cargo Holmwood, marquant leur premier coup dans ces eaux. À peine 2 jours plus tard, ils mirent la main sur un butin plus important. Le Rangitan, un transatlantique luxueux chargé de matériel stratégique.
À 300 milles à l'est de la Nouvelle-Zélande, le navire fut arrêté et sommé de se rendre sans résistance. L'équipage fut évacué et le navire fouillé de fond en comble. Rien ne fut laissé, ni l'or, ni les machines, ni les fournitures. Puis, sur ordre du capitaine Haysen, le Rangitane fut incendié et englouti par l'océan, signant ainsi la première démonstration claire que le Pacifique n'était plus un refuge sûr. Le commandant Haysen ne se réjouissait pas pour autant. Après 140 jours en mer, le stress permanent de maintenir une fausse identité usait même les esprits les plus durs. Début décembre, naviguant à proximité de l'île de Nauru, le capitaine voulut porter un coup là où cela ferait le plus mal. Bien que ce ne fût pas un véritable front de bataille, Nauru était une source majeure de phosphate, un ingrédient crucial pour les engrais agricoles soutenant l'effort industriel allié. Saboter cette production aurait des répercussions bien plus profondes que de simples explosions. Le 6 décembre au soir, le Comet et l'Orion approchèrent silencieusement le port de Nauru. Le port dormait, sans destroyer ni défense active, tandis que les cargos étaient amarrés, des proies faciles. Puis, sans un mot, les canons rugirent. En quelques heures, docks et entrepôts furent soufflés. Des navires tels que le Triona, le Komata et le Triadic furent réduits en épaves fumantes. Pendant 2 jours, les 2 croiseurs allemands poursuivirent leur offensive, coulant méthodiquement toute embarcation fixe. Mais Haysen ne voulait pas seulement la destruction. En capturant certains survivants, il leur adressa un message clair. Si la production de phosphate reprenait, la prochaine fois, les attaques viseraient aussi les installations civiles. C'était une menace jamais formulée jusque-là. Ce raid fut un coup dur. Pour la première fois, une île du Pacifique fut paralysée complètement. Mais la nature n'attendait pas. Le 15 décembre, une violente tempête tropicale obligea à annuler une seconde offensive planifiée. L'Orion se retira, mais le Comet continua seul, rôdant silencieusement dans le Pacifique. Des semaines passèrent sans qu'aucun navire n'ose s'approcher de Nauru. La peur fit le travail que le fer n'avait pu accomplir. Les mines restèrent inactives, les travailleurs évacués, et l'approvisionnement en phosphate fut coupé. La stratégie d'Haysen allait au-delà du simple combat naval. La peur et la dissuasion psychologique devenaient son arme la plus redoutable. Mais ce calme n'était que temporaire. Sous la pression de la guerre, les opérations à Nauru reprirent. Surtout, Haysen ne voulait pas rester sur ses lauriers. Il prépara une nouvelle offensive. Initialement, il souhaitait miner le port de Rabaul via un second navire, le Météorite. Mais des problèmes mécaniques firent échouer cette manœuvre. Déterminé, il adapta son plan. Le 27 décembre 1940, devant Nauru, le Comet révéla enfin sa véritable nature. Plus de masque, le navire se montra tel qu'il était, un redoutable raider allemand décidé à frapper fort. Les premiers obus détruisirent les installations de chargement, réduisant en débris les structures métalliques les plus solides. Les pipelines et les réservoirs de carburant explosèrent, baignant la côte dans les flammes. Pendant 1 heure entière, le navire bombarda méthodiquement chaque cible. Entrepôts, quais, réservoirs, infrastructures logistiques. Les petites embarcations attachées furent pulvérisées. Le bilan fut catastrophique. Plus de 13 000 tonnes de pétrole furent détruites, privant les Alliés d'une ressource essentielle à leur effort de guerre. Nauru, jadis opérationnel, fut transformé en un paysage calciné. Après avoir laissé Nauru en ruine, le Comet prit la direction du sud, disparaissant bientôt dans les vastes étendues du Pacifique. Ses opérateurs radio diffusèrent sans bruit la nouvelle de l'attaque vers l'Australie, semant la panique et la confusion. Du côté allié, l'incompréhension était totale. Comment un navire allemand avait-il réussi à s'infiltrer si profondément dans une zone censée être protégée? Le Comet ne s'était pas seulement contenté d'infliger des dégâts matériels, il avait brisé une illusion de sécurité, montrant que même les territoires les plus reculés pouvaient être frappés. Pendant des semaines, un silence lourd enveloppa l'île. Aucune aide n'arriva, aucune activité minière ne reprit, et l'économie australienne et néo-zélandaise, étroitement liée au phosphate de Nauru, fut gravement déstabilisée. En un seul coup, Haysen avait réussi là où beaucoup d'autres auraient échoué, paralyser une région entière par la terreur précise et chirurgicale. Même le Japon, allié de l'Allemagne, exprima son mécontentement face à cette interruption de ses propres livraisons. L'opération du Comet allait bien au-delà du simple cadre militaire.
Elle était aussi une manœuvre politique, une démonstration de puissance et d'audace, mais l'océan, lui, restait un prédateur impitoyable. Après des semaines d'errance sans proie dans le Pacifique Sud, le Comet reçut de nouvelles instructions, se diriger vers l'océan Indien pour harceler les baleiniers alliés. Pendant des mois, Haysen et son équipage fouillèrent ces eaux sans succès, ressentant pleinement le poids de leur isolement. Le 16 février 1941, ils atteignirent les côtes glaciales de l'Antarctique. Face aux vents hurlants et aux glaces menaçantes, Haysen redoubla d'efforts, se lançant vers l'est, vers le canal de Panama, un passage stratégique vital pour l'hémisphère occidental. Après un ravitaillement à la mi-juillet, le Comet adopta une nouvelle identité, celle du cargo japonais Ryokwaru. Ce dernier camouflage fut efficace. Le 14 août, près des îles Galapagos, ils interceptèrent et coulèrent le cargo britannique Australind. 3 jours plus tard, ce fut au tour du Kotano, un navire néerlandais chargé d'énormes quantités d'étain et de manganèse d'être capturé puis coulé. Le 19 août, le Débon fut également éliminé sans pitié. Haysen savait cependant que le temps jouait contre eux. Les patrouilles alliées devenaient de plus en plus fréquentes, rendant l'anonymat du Comet fragile, presque impossible à maintenir. En septembre, le Comet se glissa vers la Nouvelle-Zélande pour un dernier rendez-vous avec l'assaut Atlantis. À bord, ils déchargèrent prisonniers et butins. Le message était clair, la mission touchait à sa fin. Avec des ordres définitifs de rentrer en Allemagne, Haysen traça une route destinée à déjouer les surveillances. Le 30 novembre 1941, après 515 jours en mer, le Comet réussit l'impensable. Il franchit le blocus britannique et entra enfin dans le port de Hambourg. Derrière ce retour triomphal, la guerre avait changé. L'alliance entre l'Allemagne et l'Union soviétique était rompue, signe que le fameux pacte Molotov-Ribbentrop appartiendrait bientôt au passé. Le passage arctique, qui avait permis au Comet d'accéder au Pacifique, fut à jamais fermé. Le capitaine Haysen fut décoré avec la Croix de Chevalier et le navire entra en chantier pour une modernisation importante, préparant un nouveau déploiement qui ne se réalisera jamais tant les conditions stratégiques s'étaient transformées. Le Comet resta ainsi le seul navire allemand à avoir traversé le passage du Nord-Est avec l'aide des brise-glaces soviétiques durant toute la guerre, un privilège devenu secret gênant. En août 1941, quelques semaines après l'invasion allemande de l'URSS, le contre-amiral soviétique Kharlamov, basé à Londres, nia toute collaboration avec l'Allemagne, affirmant devant les Britanniques qu'aucune preuve ne soutenait ces accusations. Pourtant, la réalité était différente. Dès mai 1940, un prisonnier allemand, capturé par la Royal Navy, avait livré des détails sur la traversée du Comet. Au début, ces informations furent considérées comme des rumeurs de prisonniers. Mais en 1943, les services de renseignement britanniques confirmèrent que le navire avait bel et bien traversé les eaux soviétiques avec l'accord tacite de Moscou. Par crainte de compromettre leur alliance fragile, Londres enterra ce scandale dans le plus grand silence. Ainsi, entre glaciers et tempêtes, entre flammes et sabotage, le Comet devint une légende solitaire, son histoire enfouie dans des rapports classifiés, protégés par la prudence politique et la nécessité stratégique. Son exploit reste unique. Ce fut l'unique navire allemand à défier les extrémités du globe pour mener la guerre dans le Pacifique, jouant à la fois les rôles de marchand, de brise-glace soviétique et de raidé japonais. Il coula des cargos, décima des installations insulaires et redéfinit la guerre navale, non par la force des canons, mais grâce à l'intelligence de son capitaine, la précision de son équipage et l'audace d'une mission jugée impossible. Aujourd'hui presque oubliée, cette aventure rappelle que, en guerre, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne, mais souvent celui qui ose aller plus loin, même dans les régions les plus froides et inhospitalières du monde. Sous son masque de commerçant, le Comet fut un fantôme mortel, dans des eaux où personne ne l'attendait.